La fête d'anniversaire de 90 000 $ de ma nièce a été célébrée dans mon restaurant. Ma sœur, en me voyant, a dit à la sécurité, expulsez ce mendiant, ce distributeur automatique vide. Mais ensuite, l'inattendu s'est produit, et elle est restée bouche bée. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas dès que j'ai vu le nom de ma mère clignoter sur l'écran. Elle n'appelait jamais sauf si elle voulait quelque chose. Et quand j'ai enfin répondu, j'avais raison. Ryan, nous nous réunissons tous ce soir chez ta sœur, a-t-elle dit avec ce ton qui n'était pas une demande, mais un ordre à peine dissimulé. Viens directement après le travail. Pas d'explication, pas de salutation, pas de politesse, juste un ordre. Quand je suis arrivé chez Linda, l'atmosphère était lourde d'une tension inexprimée. Mon père était assis, raide, à la tête de la table à manger, les bras croisés, tandis que Linda, ma sœur aînée, se tenait près de l'îlot de la cuisine, coupant un gâteau comme si c'était la soirée la plus normale du monde. Ma nièce Mélissa, la prétendue enfant prodige de la famille, était sur le canapé, regardant son téléphone sans même reconnaître ma présence. Dès que je me suis assis, mon père s'est raclé la gorge. Ryan, Mélissa va bientôt fêter son anniversaire. Je n'aimais déjà pas la tournure que prenait la situation. Elle va avoir 21 ans, et nous avons réservé quelque chose de vraiment extraordinaire, une expérience unique. Enfin, Mélissa a levé les yeux de son téléphone, les yeux brillants de satisfaction. Dans ton restaurant, la salle privée, tout est prêt, a-t-elle dit comme si c'était déjà décidé. Un événement de luxe, ça va être incroyable. J'ai senti un nœud dans l'estomac. Linda a applaudi, enthousiaste. Nous avons déjà invité 200 personnes. La décoration seule sera impressionnante. Et bien sûr, il nous faudra un menu haut de gamme. Bar ouvert. Oh, et un spectacle en direct. Et qui va payer pour tout ça? Le silence a duré un instant de trop, jusqu'à ce que ma mère, qui n'avait pas parlé jusque-là, pose son verre de vin avec un petit claquement intentionnel sur la table. Ryan, ta nièce mérite une belle célébration. On ne fête ses 21 ans qu'une fois. Bien sûr, ça ne répondait pas à ma question. Mélissa a soupiré, levant les yeux au ciel. Évidemment, tonton Ryan, c'est logique que tu t'en charges. C'est ton restaurant, et tu peux te le permettre. Ce n'est que 90 000 $. Linda est intervenue avant que je puisse répondre. Ton père et moi disions que c'est ce que fait la famille les uns pour les autres. J'ai expiré lentement, essayant de garder une voix calme. Donc, vous avez tout planifié, réservé l'endroit, invité 200 personnes, et vous espériez juste que. Ne sois pas dramatique. M'a interrompu mon père, brusque. Nous savions que tu ferais ce qu'il faut. Tu as de l'argent, Ryan. Tu as réussi. Et ce n'est qu'une soirée. Juste une soirée. 90 000 $. Je les ai tous regardés, espérant que quelqu'un, n'importe qui, réaliserait à quel point c'était absurde, mais tout ce que j'ai vu, c'était des visages qui me regardaient comme si je n'étais qu'un distributeur automatique. Tu ne veux pas être l'oncle radin, n'est-ce pas? Ces mots m'ont profondément blessé. J'ai serré la mâchoire. Vous auriez dû me demander d'abord. Linda a fait un geste dédaigneux. Oh, Ryan, ne sois pas mesquin. Le regard de ma mère s'est durci. Tu nous le dois, Ryan. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Une vieille blessure qui se rouvrait. Une dette, voilà comment il me voyait. Pas une famille, une transaction. Je me suis levé brusquement, faisant grincer la chaise contre le sol. Mon père a commencé à dire quelque chose, mais je l'ai interrompu. Non, ai-je dit, la voix calme, ferme, sans appel. Excusez-moi. Je me suis tourné vers Mélissa. Elle m'a regardé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Un silence glacial a envahi la pièce. Je me suis retourné et je suis parti, laissant derrière moi leur visage stupéfait et ce poids étouffant, mais quelque chose me disait que ce n'était pas fini. Le lendemain matin, alors que je prenais mon café tranquillement dans mon bureau, mon téléphone a commencé à vibrer avec des notifications, l'une après l'autre. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai ouvert la première. C'était un post sur Facebook. Linda avait partagé une photo de Mélissa souriant, les bras croisés, avec le texte « Imaginez avoir un oncle riche qui pense encore comme un pauvre ». En dessous, une flopée de commentaires.
Il a un restaurant entier et il ne peut même pas payer une fête d'anniversaire. À quoi dépense-t-il son argent? Ce type conduit encore cette vieille voiture. Ah. Un autre post, cette fois de Brian, le père de Melissa. Ryan est tellement obsédé par son travail qu'il n'a même pas de petit ami, encore moins de famille. Un distributeur automatique accro au travail, mais seulement quand ça l'arrange. Les mots faisaient plus mal qu'ils n'auraient dû. J'ai continué à lire, contre mon meilleur jugement. Peut-être que s'il n'était pas si coincé, quelqu'un voudrait être avec lui. Un homme sans femme, sans enfant, sans vie. À quoi sert tout cet argent qu'il économise? Ce n'était pas seulement le sentiment qu'il méritait tout, c'était la moquerie. Il n'était pas juste en colère contre mon refus, il se moquait de moi. J'avais encore le goût amer du café dans la bouche quand j'ai vu la première notification, une légère vibration presque imperceptible, mais qui m'a frappé directement à l'estomac. J'ai glissé mon doigt sur l'écran sans trop réfléchir. Ce n'était que Facebook, peut-être un avis, un nouveau commentaire d'un client, rien que je ne pouvais ignorer, mais ce n'était pas ça, c'était une photo. Linda avait publié une image de Melissa souriant comme si elle venait de gagner un prix. Le texte au-dessus disait « Imaginez avoir un oncle riche qui pense encore comme un pauvre ». J'ai dégluti. Les commentaires étaient ouverts. Bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de les lire. Il a un restaurant entier et il ne peut même pas payer une fête d'anniversaire. À quoi dépense-t-il son argent? Ce type conduit encore cette vieille voiture. Ah. Ryan est tellement obsédé par son travail qu'il n'a même pas de petit ami, encore moins de famille. Un distributeur automatique accro au travail, mais seulement quand ça l'arrange. Je me suis adossé à ma chaise, l'écran brillant encore devant moi comme une blessure ouverte. Ce n'était pas ce qu'il disait qui me faisait mal, ce n'était pas ça. Ce qui faisait mal, c'était que ça venait d'eux, parce qu'ils y pensaient depuis des années et maintenant ils le mettaient juste par écrit. Ils m'avaient vu comme un portefeuille ambulant depuis que j'avais acheté le restaurant. Peut-être même avant. Je n'avais même pas répondu à leurs messages depuis que je m'étais levé de ce dîner. Et eux, au lieu de penser qu'ils avaient franchi une limite, avaient décidé de doubler la mise. La porte du bureau s'est ouverte sans avertissement. « Tu as vu ça ?» a demandé Omar, mon chef, en agitant son téléphone. J'ai hoché la tête sans rien dire. « Ça, c'est de la folie, patron. » Qu'est-ce qui leur prend? Je me suis contenté de hausser les épaules. Rien qui n'ait toujours été là. Omar a froncé les sourcils, refermant la porte derrière lui. Tu veux qu'on parle à quelqu'un? Un avocat? Ça n'en vaut pas la peine, ai-je dit. J'ai regardé la photo à nouveau. Melissa avait ce sourire satisfait qui me provoquait toujours un mélange de pitié et de colère. Elle avait toujours été comme ça, gâtée, intouchable. Linda l'avait élevée comme une princesse de porcelaine, et nous devions tous lui rendre hommage. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Omar. Je me suis tourné vers lui. Je n'avais pas de réponse. Pas une immédiate, pas encore. Omar m'a étudié un moment, puis a dit, « Tu sais ce que je pense? Tu devrais fermer le restaurant un jour, juste pour toi, pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec eux. » Quoi, partir en vacances, ai-je demandé avec un demi-sourire. Non, pas fou. Juste un jour où tu n'es ni l'oncle riche, ni le chef, ni le distributeur automatique. Je suis resté silencieux. Tu es en colère, Ryan. Et tu as raison. Mais si tu ne décides pas comment répondre, ils le feront pour toi, encore une fois. Il avait raison. Ils avaient toujours décidé pour moi, depuis que j'étais enfant, depuis qu'ils m'avaient assigné le rôle du frère utile, de l'oncle fonctionnel, du fils obéissant. Même quand j'ai quitté la maison à 19 ans, même quand j'ai acheté le restaurant avec mes propres économies, ils n'ont jamais cessé de me voir comme quelqu'un qui leur devait quelque chose, et moi, stupidement, je l'avais permis. Plus maintenant. Je me suis levé de ma chaise, sentant mon dos craquer avec le mouvement. Ce n'était pas juste de la tension, c'était du poids. Un poids que je portais depuis des années. Ferme les réservations de la salle privée pour le 12, ai-je dit. La date de l'anniversaire. Exactement. Omar m'a regardé comme s'il essayait de lire entre les lignes. Tu vas céder? Je vais faire mieux. Je suis sorti du bureau sans rien expliquer de plus. J'avais des appels à passer, des emails à écrire, et une décision à exécuter. Je le ferai à ma manière, sans éclat, sans drame,
mais avec une précision chirurgicale. Pour la première fois depuis des années, je me sentais éveillé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non pas parce que j'avais du mal à trouver le sommeil, c'était habituel, mais parce que quelque chose s'était activé en moi. Quelque chose d'ancien, pas de la colère, pas exactement, c'était plus comme une reconnaissance, comme si je me voyais enfin moi-même clairement. L'homme qui avait accepté trop pendant trop longtemps, l'enfant qui avait appris à baisser la tête, à faire plaisir, à endurer. J'ai ouvert une boîte en carton que je gardais dans le placard de la chambre. Je ne l'avais pas touchée depuis que j'avais emménagé dans cet appartement, il y a 5 ans. À l'intérieur, parmi des papiers et des photos décolorées, il y avait une pochette en plastique avec de vieux documents, des reçus, un contrat, des actes familiaux. Je l'ai regardé avec un mélange de nostalgie et de suspicion. Je cherchais quelque chose, je ne savais pas quoi exactement, et puis je l'ai vu, un contrat de société commerciale. Le premier, celui que j'avais signé quand j'avais ouvert le restaurant. Ma mère figurait comme associée passive avec un petit pourcentage. C'était censé être symbolique, un geste. Je l'avais fait par respect. Elle m'avait prêté une petite somme à l'époque, et je voulais lui rendre plus que de l'argent. Mais en lisant les clauses, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait une condition, une clause qui stipulait qu'en cas de dissolution ou de changement de propriétaire, elle aurait un droit de veto sur certains événements organisés sur place pour des raisons morales et familiales. C'était une formulation ambiguë, mais suffisante pour me causer des problèmes juridiques si je décidais de fermer les portes à mes propres parents. Je me suis assis sur le lit, le contrat tremblant dans mes mains. Idiot, ai-je murmuré. À ce moment-là, le téléphone a vibré. C'était un message vocal. Je ne l'avais pas entendu depuis des années. Daniela, salut Ryan. Je ne sais pas si ce numéro est toujours le tien. J'ai vu le post de Linda. Ça m'a donné envie de vomir. Je voulais juste te dire que tu n'es pas fou, que ce n'est pas normal. Appelle-moi si tu veux parler. Sans pression. J'ai lâché le téléphone, regardant le plafond. Daniela, ça faisait 7 ans qu'on avait rompu. Trop de temps, trop de douleur aussi. Elle avait été l'une des rares personnes à essayer de me mettre en garde contre ma famille. Elle m'avait dit plus d'une fois qu'il me traitait comme un outil, qu'il ne savait pas qui j'étais vraiment. Je n'avais pas voulu l'écouter, je trouvais ça exagéré. Ils sont comme ça, Danny, ils ne le font pas méchamment. Quel idiot j'avais été. Le lendemain, je suis allé au restaurant plus tôt que d'habitude. J'ai sorti le contrat du coffre-fort du bureau et l'ai posé sur mon bureau. J'ai appelé un avocat avec qui j'avais déjà travaillé, un type méticuleux nommé Calderon. J'ai besoin que tu examines ce contrat. Il y a une clause qui m'inquiète. Je l'ai envoyé par email. Une demi-heure plus tard, Calderon m'a appelé. Ryan, cette clause est dangereuse. Elle pourrait t'empêcher d'agir si quelqu'un veut utiliser le restaurant pour un événement familial et que tu refuses, même s'ils n'ont pas payé. Oui, du moins en apparence. Elle est rédigée de manière ambiguë, mais dans un procès, elle pourrait jouer contre toi. Puis-je l'annuler? Non. Pas sans renégocier avec la partie signataire, ta mère. J'ai soupiré. Y a-t-il un moyen de bloquer l'utilisation de la salle sans violer le contrat? Peut-être. Es-tu prêt à prendre des risques? Oui. Alors, j'ai une idée. J'ai aimé l'idée. Elle était simple, élégante, et ne violait aucune clause. À midi, Daniela est apparue à la porte du restaurant. Je ne l'avais pas appelée, je lui avais juste envoyé un message, « Tu veux déjeuner avec moi aujourd'hui ?» Et elle était là, comme avant, mais avec quelque chose de différent, un éclat plus serein dans les yeux, comme si elle avait trouvé la paix là où je continuais à chercher la bagarre. « Salut, mendiant » a-t-elle dit en souriant. J'ai ri malgré tout. « Salut, sorcière. » On s'est enlacés. C'était maladroit mais chaleureux. « Tu n'as pas changé » a-t-elle dit. « Et toi, tu es encore plus belle ?» On s'est assis à une table au fond. Omar nous a apporté 2 plats sans demander ce qu'on voulait. Il savait. « Je t'ai vu aux infos, tu sais » a dit Daniela en coupant un morceau de saumon. Les infos. Ta nièce est en train de devenir une sorte d'influenceuse du désastre. Il y a déjà des mèmes. Tu gagnes des fans. J'ai haussé les épaules. Ce que dit Internet m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est ce que je pense. Elle a hoché la tête.
Ça, c'est nouveau dans ta voix. Qu'est-ce qui a changé? J'en ai marre, ai-je dit. Du restaurant, de moi-même, de m'être laissé utiliser, d'avoir confondu loyauté avec esclavage émotionnel. Elle a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. Je te l'avais dit il y a des années. Je sais. Et maintenant, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Quoi? Poser des limites. Elle a souri doucement. Il était temps. Le 12 mars s'est levé ensoleillé, comme si l'univers avait le sens de l'humour. C'était l'anniversaire de Mélissa, et j'étais au restaurant à 7 heures du matin, vérifiant chaque recoin de la salle privée comme si j'attendais une visite importante. Et, en quelque sorte, je l'attendais. Sauf qu'ils ne savaient pas encore qu'ils n'étaient pas les invités, mais les spectateurs. La veille, avec l'aide de Calderon, j'avais changé la titularité de la location de la salle pour un événement corporatif fictif, une prétendue dégustation exclusive de vins italiens organisée par une entreprise fictive qu'il avait lui-même enregistrée. Techniquement, tout était légal. La décoration était sobre, élégante, minimaliste. Pas de traces de fête, pas de guirlandes, pas de DJ, pas de gâteau à la crème rose, juste des verres impeccables, des lumières tamisées et une musique d'ambiance en fond. À 17 heures, je me suis assis au bar avec un verre de vin blanc. Omar supervisait les serveurs. Aucun n'était habillé pour un anniversaire. Tous savaient. Aucun n'a rien dit. À 17h30, le premier groupe d'invités de Linda a commencé à arriver. Limousine, rire forcé, robe scintillante. Mélissa est descendue dans une robe dorée qui semblait plus adaptée aux Grammy Awards qu'à un anniversaire en famille. « Où est le DJ » a-t-elle demandé en entrant. « Et les lumières » a ajouté Linda, marchant à pas précipités. La mère de Mélissa a regardé autour d'elle et a froncé les sourcils. Son regard s'est fixé sur moi. « Ryan, qu'est-ce qui se passe ici ?» Je me suis levé du bar. J'avais attendu ce moment. Comme un enfant attend la récréation. Bienvenue à la dégustation de vin de Victoria Import SA. Malheureusement, l'anniversaire de Mélissa ne sera pas célébré ici aujourd'hui. Un murmure a traversé le groupe comme une bourrasque de vent glacé. « Qu'est-ce que tu dis » a demandé Mélissa en s'approchant. Je dis que la salle a été réservée pour un autre usage. Cet espace est privé aujourd'hui. Tu es saoul, a interrompu Linda. On a envoyé des invitations. 200 personnes vont venir. Ce n'était pas une réservation approuvée, Linda. Je n'ai jamais rien confirmé. Vous n'avez pas payé. Vous n'avez pas signé de contrat. Vous l'avez traité comme un fait accompli, mais ce n'en était pas un. Le visage de ma mère est apparu parmi les invités. Elle marchait lentement, tenant un verre de vin volé sur un plateau. Ryan, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu en as déjà assez fait. Je n'ai encore rien fait. Ta nièce ne mérite pas une fête à 90 000 $ à mes frais. Je l'ai interrompu. Et vous ne méritez plus de m'utiliser. Mélissa a laissé échapper un rire nerveux. T'es fou? Tu vas nous laisser là comme des idiots? Non, vous vous êtes mis dans cette situation tout seul. Je vous ai juste donné un miroir. Linda a haussé la voix. Tu vas nous faire subir cette humiliation devant tout le monde. L'humiliation n'est pas causée par celui qui pose une limite, Linda, mais par celui qui l'ignore. À cet instant, un photographe freelance, qui couvrait souvent les événements au restaurant et qui avait été prévenu par Omar, a pris une photo au moment exact où Mélissa levait les bras, furieuse, tandis que la porte se refermait derrière eux. L'image est apparue sur les réseaux sociaux 1 heure plus tard. Le titre? Quand l'oncle arrête de payer les caprices. À 20 h, le restaurant était calme. Pas de ballons, pas de cris, juste une musique douce, des bougies allumées et quelques clients profitant de la soirée comme si rien ne s'était passé. Daniela est arrivée sans prévenir. Elle s'est assise à côté de moi au bar. Alors, tu l'as fait. J'ai hoché la tête en buvant une gorgée de vin. Ça t'a fait quoi? J'ai réfléchi un instant. Étrangement calme, comme enlever un sac à dos qu'on portait depuis l'enfance et réaliser qu'il était vide depuis toujours. Elle a souri. Le meilleur sac à dos, c'est celui qu'on ne porte plus. On a trinqué en silence. Cette nuit-là, avant de fermer, Omar s'est approché et a posé quelque chose sur le bar. Une impression papier de la photo virale. Mélissa, les bras levés, derrière Linda qui criait, et moi, debout, serein,
les mains dans les poches. J'ai pensé que tu voudrais la garder, a-t-il dit. Je l'ai regardée, pas par fierté, mais parce que pour la première fois, je me reconnaissais dans cette image, et j'aimais ce que je voyais. Le lendemain, le nom de Mélissa était en tendance sur Twitter. Pas à cause de ses fidèles abonnés, pas pour une collaboration avec une marque, mais pour un clip de 30 secondes où elle criait devant la porte de mon restaurant. C'est inacceptable. Je suis sa nièce. La phrase a été répétée, remixée, parodiée. Je suis sa nièce est devenue une blague nationale. Des émissions matinales ont utilisé l'histoire comme exemple de famille toxique. Une influenceuse connue a partagé la vidéo avec la légende, quelqu'un d'autre avec des proches qui pensent qu'on leur doit tout juste parce qu'on existe. La narrative leur avait échappé. Je n'étais plus le méchant. Il l'était, et pire encore, publiquement. À 14 heures, Linda est apparue au restaurant. Elle est entrée comme une cliente ordinaire, avec des lunettes de soleil gigantesques et un sac de créateur qui semblait acheté uniquement pour projeter un statut. Omar s'est mis en travers de son chemin, mais elle l'a ignoré et a marché droit vers moi. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. On a déjà parlé, ai-je répondu sans lever les yeux de l'iPad. Ryan, c'est cruel. Tu nous exposes tous. Moi, je vous expose? Et toi, tu veux quoi? Un merci pour nous avoir humiliés? J'ai posé l'iPad et me suis appuyé sur le bar, la regardant fixement. Un merci? Non, Linda, juste un peu d'honnêteté. Un est désolé, un on s'est trompé. Quelque chose qui semble humain. Elle m'a regardé, hésitante. On voulait juste le meilleur pour Mélissa. Non, vous vouliez le plus cher, le plus voyant, le plus absurde. C'était son 21e anniversaire, et c'était mon restaurant. Elle s'est tue. Puis elle a dit, papa est très en colère contre toi. Ça ne m'étonne pas. Il n'a jamais aimé que je dise non. Linda a enlevé ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient rouges. Tu es devenu un de ces hommes froids, durs, comme si tout ce qui comptait était ton business. J'ai ri sans joie. Linda, vous m'avez rendu comme ça à chaque fois que vous m'avez utilisé, à chaque fois que vous m'avez dit que ce que j'avais ne comptait pas, que ce n'était pas assez. Maintenant que vous ne pouvez plus me manipuler, je suis soudainement froid. Elle a soutenu mon regard une seconde de plus, puis s'est retournée sur ses talons et est partie sans dire au revoir. Des applaudissements discrets ont retenti depuis le fond de la salle. C'était un couple de clients qui avait tout entendu. La femme, d'une 50aine d'années, a levé son verre dans ma direction. Bravo, chef. Il était temps que quelqu'un remette les parasites à leur place. J'ai souri, un peu gêné. Le soir, j'ai vérifié mes emails. Une maison de production voulait m'interviewer pour un podcast sur les limites familiales et la dignité personnelle. J'ai refusé. Ce n'était pas la gloire que je cherchais, juste vivre sans le poids de leurs attentes. Daniela est passée chez moi plus tard, avec de la nourriture chinoise et une bouteille de vin bon marché. Tu te rends compte que tu es une sorte de symbole maintenant, m'a-t-elle dit entre deux bouchées de nouilles. Ça ne m'intéresse pas, moi, si. Pourquoi? Parce que ça me rend heureuse de te voir debout. Tu as toujours été fort, Ryan. Mais avant, tu utilisais ta force pour porter les autres. Maintenant, tu l'utilises pour te soutenir toi. J'apprends encore. C'est ça, le meilleur. On a trinqué à nouveau. 2 jours plus tard, Brian, le père de Mélissa, a publié une lettre ouverte sur son compte LinkedIn. Il essayait de se racheter. Il disait qu'il regrettait le malentendu, qu'il valorisait la famille, que Mélissa était une fille sensible qui avait été mal comprise. Les commentaires étaient impitoyables. Ce n'est pas un malentendu si vous exigez presque $100 000 à un membre de la famille sans le consulter. Mélissa est majeure, pas sensible, c'est une tyran. Ryan a fait ce qu'il fallait. J'aimerais que plus de gens aient son courage. Je me suis demandé s'il lirait ces messages, si Linda les lirait, si ma mère les lirait, et s'il s'en soucierait. Moi, je m'en fichais déjà. J'étais occupé à servir des gens qui venaient au restaurant par choix, pas par obligation, et ça, enfin, me suffisait. Une semaine plus tard, j'ai reçu une invitation écrite à la main. C'était inhabituel. L'écriture était celle de ma mère, reconnaissable, élégante, soignée, comme si chaque trait avait été conçu pour feindre une chaleur qui n'existait pas. La note disait
Ryan, nous aimerions t'avoir à dîner ce vendredi, juste nous, pour parler sans reproche. Nous t'aimons, maman. Elle n'avait pas signé « maman » depuis mes 10 ans, et elle ne m'avait pas dit « nous t'aimons » depuis, je ne m'en souvenais plus. La logique aurait voulu que je jette la lettre à la poubelle. Mais quelque chose en moi, l'habitude, l'instinct, peut-être un reste d'espoir enfantin, a décidé d'y aller. Pas pour une réconciliation, pour une clôture. Le vendredi, je suis arrivé à l'heure. La maison était silencieuse. Pas de Mélissa, pas de cris, pas de musique. Juste mon père assis, les mains croisées sur les genoux, Linda dans la cuisine, vêtue de ton neutre, et ma mère servant du vin comme si c'était Noël. Content que tu sois venu, a-t-elle dit en souriant comme une actrice de théâtre. Je ne pouvais pas refuser un dîner familial, n'est-ce pas, ai-je répondu d'une voix neutre. On s'est assis. Poulet au four, vin rouge, pain chaud, tout parfaitement orchestré. Ryan, a commencé Linda, nous avons réfléchi. Ah oui? Et nous pensons que les choses ont dérapé. C'était évident quand on m'a traité de mendiant devant la sécurité de mon propre restaurant. Ma mère a soupiré, avec un air peiné. C'était une réaction impulsive. Nous étions blessés. Nous avions l'impression que tu nous avais tourné le dos. Non, ce que j'ai fait, c'est poser une limite. Mon père a haussé la voix, calme mais autoritaire. Ryan, cette famille a toujours été forte parce que nous restons unis. Nous ne pouvons pas laisser un malentendu détruire des décennies d'histoire. Un malentendu? Vous avez réservé une salle sans mon accord. Vous avez planifié une fête hors de prix. Et ensuite, vous m'avez insulté publiquement quand j'ai dit non. On l'a fait pour Mélissa, a interrompu Linda. C'est juste une fille. Elle a 21 ans, Linda. Ce n'est plus une enfant, et vous en avez fait une tyran. La table est restée silencieuse quelques secondes. Ma mère a pris son verre et a bu une gorgée lentement. Puis elle l'a reposé avec un léger bruit sur la nappe. Ryan, tu n'es pas venu juste pour nous attaquer, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu pour me réconcilier, si c'est ce que vous espériez. Elle a souri, fragile. Alors, j'ai sorti un petit appareil de ma poche et l'ai posé sur la table. Un enregistreur. J'enregistre, ai-je dit. Tous les trois se sont figés. Tu enregistres cette conversation, a demandé mon père, la mâchoire crispée. J'enregistre depuis que je suis entré. Par précaution. C'est une menace. C'est une preuve. Pour moi. Pour que la prochaine fois que je me demande pourquoi je me suis éloigné de vous, j'ai ça en souvenir. Linda s'est levée brusquement. C'est de la folie. Non, la folie, c'était d'endurer des décennies en espérant de l'amour là où il n'y avait que des calculs. Ma mère est restée assise, immobile. Tout ce qu'on a fait n'était pas mauvais, a-t-elle dit. Mais le pire, vous l'avez fait avec un sourire. Je me suis levé. Merci pour le dîner, mais j'ai déjà mangé trop souvent avec l'ennemi. Je suis sorti de la maison sans me retourner. Je n'étais plus un enfant, je n'avais plus besoin de leur amour déguisé en dette. Cette nuit-là, dans mon appartement, j'ai écouté l'enregistrement en entier, non pas pour les juger, mais pour me rappeler que la raison a un son, et ce son était ma propre voix disant « non ». Omar est entré dans le bureau avec un sourire en coin et une boîte en carton. « C'est quoi ?» ai-je demandé. « Une suggestion d'avenir. » Il l'a posée sur mon bureau. À l'intérieur, il y avait des plans, des croquis, une proposition de marque, un design de food truck avec le nom « Libre ». Libre, oui. J'ai pensé que si tu voulais un jour sans être le distributeur de personnes, tu pourrais peut-être m'aider à construire quelque chose à moi. Pas parce que tu me le dois, mais parce que je sais que tu comprends ce que ça veut dire de vouloir repartir de zéro. J'ai regardé les plans. Omar était plus qu'un chef. Il était comme un petit frère. Il ne m'avait jamais rien demandé, et maintenant qu'il le faisait, c'était avec respect. De combien as-tu besoin? Pas d'investissement, juste ta bénédiction et peut-être quelques contacts. Tu as les deux. On s'est serré la main. Sans contrat, sans clause cachée, juste de la confiance. 2 jours plus tard, je déjeunais avec Daniela dans un parc. Pourquoi tu n'ouvres pas un deuxième restaurant? A-t-elle demandé. Pourquoi faire? J'apprends à peine à apprécier celui que j'ai. Mais maintenant que je suis libre, comme dit mon nouveau partenaire,
j'apprends que je n'ai pas besoin de m'agrandir pour valoir plus. Elle a hoché la tête. Et la famille? Celle de sang ne m'appelle pas. L'autre me trouve tous les jours. Je lui ai parlé d'Omar, du projet, des clients qui laissaient des lettres de remerciement pour le service, la nourriture, l'ambiance. Une femme avait écrit, « Cet endroit m'a fait me sentir en sécurité pour la première fois depuis des années. » Ça, c'est la famille, a dit Daniela. Je sais. Une semaine plus tard, j'ai reçu une visite inattendue. C'était le professeur Mena, mon ancien maître de cuisine à l'institut. Je t'ai vu à la télé, gamin. Tout le monde parle de toi. Pour le meilleur ou pour le pire. Pour ce qui compte. On s'est assis sur la terrasse du restaurant. Tu sais, j'ai toujours su que tu serais différent. Pas parce que tu étais le meilleur cuisinier, mais parce que tu savais écouter, même quand ça faisait mal. Maintenant, j'apprends à m'écouter moi. Ça vaut plus que n'importe quelle étoile Michelin. Il m'a laissé une carte. Il donnait des cours de cuisine à des jeunes en situation de vulnérabilité. Il voulait savoir si je pouvais les accueillir au restaurant pour voir comment ça fonctionnait vraiment. On peut faire plus que juste regarder, ai-je demandé. Mena a souri. Je savais que tu dirais ça. Ce vendredi-là, 4 adolescents ont lavé des assiettes, épluché des carottes et servi du pain à des clients qui les regardaient avec bienveillance. L'un d'eux, Louis, s'est approché de moi à la fin de son service. Vous avez toujours su que vous auriez votre propre restaurant, pas vrai? Non, mais j'ai su que je ne voulais dépendre de personne pour être heureux. Ma mère dit toujours que c'est impossible. Peut-être, mais on peut s'en approcher sacrément. Il m'a souri, avec la timidité de quelqu'un habitué à entendre « non ». Merci de m'avoir laissé venir. Merci de m'avoir montré pourquoi ça vaut la peine de continuer. Cette nuit-là, Daniela est restée dormir pour la première fois depuis des mois. On n'a pas fait de plan, on n'a pas projeté d'avenir, on a juste partagé le présent. Et pour la première fois, ça suffisait. Omar est entré dans le bureau sans frapper, le visage plus tendu que d'habitude. Patron, on a un problème. Un de plus. Linda vient d'annoncer qu'elle va te poursuivre. Je me suis tourné lentement vers lui. Pourquoi? Pour usage abusif d'images. Elle dit que tu as monétisé l'humiliation de la famille en laissant circuler des vidéos et des photos du jour de la fête, que le restaurant en a profité pour la publicité. J'ai soupiré. C'est pas sérieux. Si, ça l'est. Ils ont envoyé une notification extrajudiciaire. C'est dans l'email. Je l'ai ouvert. Là, un PDF signé par un avocat de la famille. Il m'accusait d'exposition malveillante, de préjudice moral, d'utilisation commerciale non autorisée d'images personnelles. Je me suis assis lentement, comme quelqu'un qui se prépare à une guerre sans envie de se battre. Et alors, a demandé Omar. On ignore? Ignorer, oui. Ils n'auront pas le courage d'aller plus loin. Ils veulent juste provoquer, montrer qu'ils ont encore un peu de pouvoir. Il n'a pas répondu tout de suite. Et s'ils sont sérieux? Je les regardais. Alors je les laisserai s'étrangler avec leurs propres cordes. Calderon m'a appelé le lendemain. Il avait aussi reçu la notification. On peut répondre formellement, contre-attaquer, demander des dommages moraux, dénoncer la calomnie. Non. Ryan, ce n'est pas un jeu, je sais, mais je ne veux pas jouer. S'ils gagnent, ils ne gagneront rien, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est une réaction, et ils ne l'auront pas. 2 jours plus tard, le tribunal a classé la plainte, jugée sans fondement. Leur tentative de coup s'est dissoute dans son propre ridicule. Melissa a supprimé son compte Instagram. Linda a disparu des réseaux. Brian a publié un message vague sur les valeurs familiales et les leçons douloureuses. Moi, j'ai continué à servir des plats. Cet après-midi-là, en nettoyant le bar, Daniela m'a appelé. Quelqu'un t'a mentionné dans une nouvelle publication. C'était une capture d'écran de la lettre de la famille, accompagnée d'une légende, quand ils essaient de te poursuivre parce que tu ne te laisses plus utiliser. En dessous, des milliers de commentaires, du soutien, de l'identification, des gens racontant leurs propres histoires d'abus émotionnels déguisés en tradition. Daniela a posé son téléphone et m'a regardé. Tu te rends compte? Tu n'es plus juste un homme avec un restaurant, tu es une voix. Je ne veux être la voix de personne. Trop tard. Tu le es parce que tu as dit non quand tout le monde disait oui.
Cette nuit-là, je me suis assis seul dans mon appartement avec l'enregistrement de la conversation du dîner toujours sur mon téléphone. Je pouvais le supprimer, je pouvais le publier. J'ai choisi de ne faire ni l'un ni l'autre. Je me suis contenté d'écouter la partie où je disais « non », juste ce mot, répété comme un mantra, comme un bouclier, comme un commencement. C'était étrange de se réveiller sans tension dans la poitrine. Pendant des années, se lever signifiait passer en revue mentalement si ma famille attendait quelque chose de moi. Un virement, une faveur, une présence obligée à un déjeuner rempli de remarques passives-agressives. Maintenant, mes journées commençaient avec le silence, un café chaud, la lumière du matin entrant par la fenêtre de la cuisine, et la certitude que personne ne pouvait m'obliger à quoi que ce soit. Ce matin-là, l'un des jeunes du projet de MENA, Louis, le même qui m'avait timidement remercié des semaines plus tôt, m'attendait à la porte du restaurant. « Salut, chef », a-t-il dit, la casquette de travers et un sourire sincère. « Vous avez une minute ? » « J'en ai plusieurs. » On est entré. Il a sorti un papier plié de sa poche. C'était un croquis de menu. Des plats simples, empanada, arroz con polo, flan maison. C'est pour un stand que je veux monter, rien de grand. Peut-être une carriole, mais je voulais savoir si vous pourriez, je sais pas, me dire si ça a du sens. Je l'ai lu en silence. Le menu n'avait rien de sophistiqué, mais il avait une identité, et plus que ça, du courage. Et le nom du stand, Louis Cocina, rien de plus. J'ai souri. J'aime. Tu veux que je te prête quelque chose ou que je t'apprenne ? Il a marqué une pause. Je veux apprendre. J'ai commencé à l'aider pendant le service du matin. Je lui montrais comment calculer les coûts, comment penser l'ordre des ingrédients, comment dresser un plat avec les mains de quelqu'un qui n'a pas été formé mais qui connaît le goût des choses. Louis ne parlait pas beaucoup, mais il notait tout. Un après-midi, en fermant, il m'a dit « Vous avez eu quelqu'un pour vous aider comme ça ?» Oui, mais ce n'était pas la famille. Il a hoché la tête. Parfois, ceux de l'extérieur comprennent mieux que ceux de l'intérieur. En parallèle, j'ai commencé à recevoir des invitations, interviews, chroniques, conférences, des gens qui voulaient savoir comment poser des limites à la famille. Au début, j'ai tout refusé, mais une invitation a attiré mon attention. Une petite rencontre dans une librairie avec d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires, sans caméra, sans scène. J'ai accepté. Cette nuit-là, je me suis assis avec 10 inconnus. Chacun a raconté son histoire. Une femme déshéritée pour ne pas avoir pris soin de sa mère malade à plein temps. Un homme qui a coupé les ponts avec son frère après des années d'extorsion émotionnelle. Une jeune femme qui a fui de chez elle à 17 ans pour échapper au chantage de son père. Quand mon tour est venu, j'ai peu parlé. J'ai juste appris à dire non, et j'ai découvert que c'était aussi de l'amour-propre. Silence. Puis des applaudissements discrets. Daniela et moi avons commencé à partager plus que des dîners. On a écrit ensemble un article sur les liens toxiques, puis un autre. Un texte pour un blog de psychologie. Les textes circulaient, devenaient des références. Les gens écrivaient pour remercier. Tu te rends compte de ce que tu fais, m'a-t-elle dit une nuit. Je raconte juste mon histoire. Mais ton histoire donne aux autres la permission de changer la leur. Le restaurant a gagné une nouvelle clientèle, des gens qui venaient non seulement pour la nourriture, mais pour l'ambiance. Une jeune femme m'a écrit sur Instagram, on dirait un foyer sans jugement. Merci. J'ai lu le message plusieurs fois. Je n'avais jamais pensé que mon restaurant deviendrait un refuge, un endroit où des gens sans vraie famille pouvaient s'asseoir, bien manger, et ne pas se sentir inférieurs. Louis m'a montré une vidéo de sa carriole en action. Vous savez ce qu'une cliente m'a dit ? Que ça lui rappelait la cuisine de sa grand-mère, et moi, je n'en ai jamais eu. Maintenant, tu es la mémoire de quelqu'un. Il a souri. Et un matin quelconque, entre un café et le bruit de la cuisine qui s'ouvrait, Daniela m'a regardé et a dit, « Et si tu écrivais un livre ? » Sur quoi ? Sur ça, sur toi, sur ce que tu as appris. J'ai marqué un silence. Peut-être que le moment était venu. L'enveloppe était sur le bar quand je suis arrivé au restaurant. Pas d'expéditeur visible, mais j'ai reconnu l'écriture immédiatement. C'était la sienne, la même écriture ferme qui laissait des notes pour sortir les poubelles, pour ne pas oublier ta place dans cette famille. Le papier était cher, plié avec précision, sans parfum, sans aucune trace d'affection.
La lettre disait, « Ryan, je ne prétends rien justifier. Je veux juste que tu comprennes qu'être mère n'est pas une tâche facile. Parfois, nous faisons des choses que nous croyons nécessaires, même si elles ne semblent pas aimables. Ton père et moi avons fait ce que nous pensions juste. Et si ça t'a blessé, je suis désolé que tu l'aies vécu ainsi. Tu as toujours eu du caractère. Maintenant, tu l'utilises contre nous. C'est ton choix, mais ne crois pas que tu es libre de cette famille, car porter notre nom signifie plus que tu ne l'imagines. Je te souhaite le meilleur, maman. » J'ai plié la lettre lentement. Il n'y avait pas de remords dedans, juste une froideur déguisée en résignation. Une dernière tentative de garder du pouvoir à travers les mots. Daniela m'observait depuis l'autre côté de la cuisine. Pas besoin d'expliquer. Elle savait. « Qu'est-ce que tu vas en faire ? » ?»« Rien. »« Tu vas répondre ? » ?»« Non. » Je suis allé jusqu'au barbecue dans la cour arrière. J'ai allumé une allumette. Le papier a brûlé lentement, comme s'il résistait, mais il s'est consumé entièrement, comme tout ce qui m'avait un jour enchaîné. Cette semaine-là, Linda a essayé de programmer une réunion formelle avec Calderon. Il me l'a signalé avec un soupir. Elle veut une médiation fraternelle. Pas besoin. Sûr ? Absolument. J'ai bloqué leur contact. Pas avec colère, mais avec détermination. Assez de laisser la porte entr'ouverte pour des gens qui n'entrent que pour faire du mal. Mélissa a quitté le pays. Une connaissance commune a dit qu'elle s'était installée à Madrid pour repartir de zéro. L'espace d'un instant, j'ai souhaité qu'elle réussisse. Pas pour elle, pour moi, parce que la haine consume, et j'avais déjà trop donné. Cette nuit-là, Daniela m'a offert un carnet relié à la main. C'est pour ton livre, le vrai. J'ai écrit sur la première page, astérisque la dette émotionnelle astérisque. Omar m'a apporté une bouteille de vin à la fin du service. Pour ce que tu as brûlé aujourd'hui. Et le passé. On a trinqué. Et après le toast, le silence. Mais un bon silence, celui de celui qui ne doit plus rien. Le nouveau panneau est arrivé avant l'ouverture. Il était discret, métallique, sans ornement, juste un mot en lettres nettes, astérisque libre astérisque. Il a été accroché à l'entrée, là où se trouvait l'ancien nom, hérité du restaurant que j'avais acheté avec la peur de prendre des risques. Maintenant, il était vraiment à moi. Pour l'inauguration du nouveau nom, Omar a préparé un plat qu'on a baptisé astérisque premier jour astérisque, riz, effiloché de bœuf, œufs pochés, oignon caramélisé et une touche de sauce à l'orange. Simple, intense, inattendu. Louis est arrivé avec sa carriole garée sur le trottoir, apportant des empanadas. Ses yeux brillaient comme s'il entrait dans un monde secret. Daniela servait le vin aux tables avec aisance. Elle ne semblait plus une invitée, elle faisait partie de la maison. Mena s'est assis avec un groupe de jeunes apprenants. L'un d'eux filmait tout avec son téléphone, narrant comme s'il s'agissait d'un documentaire. Les clients riaient, mangeaient lentement, parlaient à voix basse. Le restaurant semblait respirer. Au milieu du service, un jeune client s'est approché du bar où Gédé Omar adressait les plats. « Excusez-moi, vous êtes Ryan ?»« Ça dépend », ai-je répondu en souriant. « Mon père m'a amené. Il dit que cet endroit, on dirait un foyer. » Je me suis tourné vers lui. Il devait avoir 13 ans, les yeux vifs, les cheveux mal coupés. « Et pour toi, ça ressemble à quoi ?» Il a réfléchi un instant. Comme si personne n'attendait que je sois parfait. « Alors oui, c'est un foyer. » Je suis retourné en cuisine, le cœur léger. Plus tard, quand tout le monde avait mangé, Daniela s'est assise à côté de moi dans la cour extérieure. Les lumières suspendues tremblaient légèrement dans le vent de la nuit. Et maintenant ? Maintenant, rien. Juste ça. Personne ne te manque ? Si, parfois. Mais j'ai appris que manquer quelqu'un n'est pas la même chose que lui devoir quelque chose. Et je ne dois plus rien. Elle a posé sa tête sur mon épaule. On est resté là, sans musique, sans mots, juste le son de la liberté.